Bibiane Tchefou, bonjour. Bonjour. Maman, nous voudrions vous poser une question. Quel est l'objet de votre visite ici en Allemagne et plus particulièrement dans la ville de Berlin? Je suis venue à Berlin pour visiter ma très chère sœur Shakembo Kamanga Clémentine, qui est ambassadeur de la République démocratique du Congo en Allemagne. Et j'ai dans mes bagages le projet de rencontrer mes compatriotes qui sont ici à Berlin pour que nous discutions des problèmes qui me tiennent à cœur, à savoir les violences sexuelles faites à la femme congolaise. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vous remercie très sincèrement, et ceci au nom de Diallo Oumar, qui malheureusement se trouve à Paris, le gérant d'Africa House. Donc, cette soirée, cette rencontre sous forme d'entretien, nous la dédions à notre compatriote, à une femme, à la femme africaine, à une Congolaise, à une maman congolaise, Bibiane Tchefou, qui fut la première, après que le monde ait eu la nouvelle selon laquelle, à Mwenga, un nombre connu de femmes congolaises avait été enterrées vivantes après des tortures inimaginables. Et depuis lors, elle s'était fixée comme objectif la défense de la femme africaine, européenne, congolaise, peu importe, lorsqu'elle est victime des viols et des violences sexuelles, en cas dans des situations de guerre. Le programme aujourd'hui comprend 3 parties. Son Excellence, Madame Clémentine Shakembo Kamanga, ambassadeur extraordinaire potentiel de la RDC en Allemagne, vous adressera un mot. Ensuite, la parole sera donnée à Mme Bibiane Shakembo. Excusez-moi, Mme Bibiane Tchefou. Et vous avez eu un extrait de sa bibliographie. On n'a pas pu lire puisque elle est en anglais. Et elle-même pourra la présenter en quelques mots. Et elle nous fera un exposé sur la résolution 1235 des Nations Unies, 1325 des Nations Unies,
qui, à beaucoup d'égards, constitue l'élément clé de son engagement et de ses combats. Et la dernière partie sera un entretien que nous aurons ensemble sur les massacres en masse, les génocides, les viols, l'enfant de l'ennemi, l'enfant du serpent. Son Excellence, si vous voulez bien. Chers compatriotes, chers amis allemands de la RDC, c'est toujours un plaisir d'avoir un peu de temps pour qu'on puisse se retrouver ensemble, parler de notre pays, parler de nos problèmes, échanger, parce que bon, chacun ayant ses obligations, c'est toujours pas évident qu'on puisse avoir 1 heure ou 2 heures ensemble. Et nous avions pensé le faire dans cette maison communément appelée Africa House, qui peut réunir les Africains et les amis de l'Afrique. Alors, Dr Tunda a déjà présenté la cérémonie de cet après-midi. Nous avons Madame Aningina Tchefu-Bidian qui va nous parler d'un sujet qui préoccupe tout un chacun, surtout nous en République démocratique du Congo. Et bon, je ne peux que souhaiter une bonne attention et en tout cas des échanges assez fructueux et on se reparle tout à l'heure. Merci. Madame Bidian, chez vous. Bonjour mes sœurs, bonjour chers amis. Merci pour avoir organisé Dr Tunda et son Excellence pour avoir organisé cette rencontre. Je vais d'abord me présenter en 2 mots. Moi, je m'appelle Aningina Tchefu-Bidian. J'ai fait mes études à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. J'ai travaillé au Congo pendant plusieurs années. Et puis, comme la situation de la démocratie, j'ai été membre de plusieurs cabinets. J'ai cru à la démocratie. Comme la situation ne s'améliorait pas, et que je me posais des questions pourquoi mon pays était comme ça, bien que nous avions des richesses, il n'y avait pas, les gens vivaient dans la misère et que la démocratie, les gens vivaient dans la misère. J'ai décidé d'immigrer, je suis allé aux États-Unis. Alors, je suis resté quelque temps en province, aux États-Unis, avec mes sœurs, mais je faisais du job, je me posais toujours des questions sur la situation de notre pays. Et je me suis dit, je ne pense pas que là où j'étais, je pouvais répondre à mes préoccupations. Ainsi, j'ai déménagé pour New York. À New York, j'allais aux Nations Unies, j'ai essayé de trouver, toujours dans la quête des réponses à mes préoccupations. Je suis allé plusieurs fois aux Nations Unies et j'ai pu rencontrer des gens quand le conflit a commencé au pays, à l'Est. Je suis allé j'ai rencontré des amis, des gens qui travaillaient aux Nations Unies et tout ça, des gens qui travaillaient au PNUD et tout ça, avaient des contacts avec le pays. Et ils m'ont dit, oui, mais est-ce que
la situation telle qu'elle est au Congo maintenant, comme vous pouvez abandonner tout ce que vous êtes, tu sais, vous êtes ici dans le luxe, est-ce que vous pouvez rentrer au pays pour... Moi je dis oui, si l'opportunité m'est donnée, je rentrerai. Ainsi j'ai eu une consultation pour aller au PNUD, faire les diagnostics des ONG, parce qu'à l'époque, c'était ça, c'est à travers les ONG que on résolvait les situations, on résolvait les choses. Pendant que j'étais là, j'ai posé des questions aux femmes, parce que il y avait le conflit, il y avait beaucoup de violence. Ils m'ont dit, moi je dis, mais il y a le conflit, il y a la guerre là-bas, qu'est-ce que vous faites? Alors ils m'ont dit, mais nous sommes en train d'essayer nous mettons avec les hommes pour essayer pour résoudre le problème, pour ramener la paix. Moi je dis, mais ce sont les hommes qui sont en train de se battre. Pourquoi est-ce que vous n'essayerez pas d'être entre les groupes des hommes? Et puis, je suis parti, je suis rentré, j'ai fini ma consultation, je suis rentré. Et de retour aux États-Unis, je suis encore allé, j'ai posé des questions, mais quelle est l'organisation des femmes qui s'occupe qui travaille dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits? On m'a indiqué une organisation, je suis allé là-bas et j'ai commencé à travailler. Nous sommes mobilisés avec des femmes de plusieurs pays où il y avait des conflits pour arriver à l'adoption de la résolution 1325. C'est la première résolution pour femmes, paix et sécurité, pour exiger l'implication des femmes dans la résolution des conflits pendant les conflits, après et dans des situations post-conflit. La participation de la femme dans toutes les institutions. Et il faut arriver à ce qu'il y ait au moins 30% des femmes dans toutes les structures. Il faut aussi donner, protéger. Et la deuxième partie, c'est qu'il faut protéger les droits humains des femmes, mettre fin à l'impunité pour toutes les violences, pour mettre fin à l'impunité pour toutes les violences faites aux femmes pendant les conflits. Moi, j'ai pris la résolution, je l'ai envoyée aux femmes congolaises. J'ai été en contact avec elles, du bureau où j'étais. J'ai commencé à les mobiliser et je leur ai envoyé la résolution pour qu'elles l'utilisent là-bas. Ainsi, elles se sont mobilisées, toutes les femmes de toutes les parties en conflit. Nous sommes retrouvés à Nairobi pour planifier le dialogue intercongolais. Et nous sommes allés au dialogue intercongolais et bon, à la fin, moi je suis rentré. Beaucoup de femmes qui ont été avec moi au dialogue intercongolais sont devenues députées, ministres, tout ça. Bon. Moi, je trouvais que je n'étais pas encore prête pour... j'étais plus utile à l'extérieur que entrer au gouvernement et tout ça. Parce que toutes les informations et les réseaux pour faire pression pour que le conflit prenne fin, on l'a plus à l'extérieur.
une autre étape, c'est que comme les violences continuent à l'extérieur, continuent là à l'est, avec une autre organisation, nous sommes allés, un groupe de 11 femmes, nous avons fait une mission internationale pour aller à l'est, à partir de Bujumbura, Uvira, Bukavu, Beni, Kisangani, pour rencontrer toutes ces femmes-là qui ont été victimes des violences sexuelles. Après, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai essayé de donner un espace aux femmes congolaises. Chaque fois qu'elles venaient à New York, je les aidais à entrer en réseau avec les autres femmes et à monter des stratégies pour ou bien rassembler les fonds, et nous avons essayé de créer un fonds des femmes congolaises. Et ça aide les femmes des organisations locales à répondre aux besoins des victimes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs organisations internationales qui, au nom de femmes congolaises, viennent à l'extérieur pour rassembler les fonds, chercher les fonds, et les fonds n'arrivent pas aux victimes. Et ainsi, nous nous sommes dit, il faut créer une structure d'organisation locale, ça a été fait et c'est fonctionnel maintenant. Donc, mon problème, c'est que les masses, les violences qui ont commencé il y a 20 ans continuent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une mobilisation. C'est pour ça que je suis intéressé aujourd'hui de voir avec vous qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette violence et à ces viols massifs dont les femmes congolaises sont victimes. Elles sont nombreuses malgré les Nations Unies et toutes les résolutions, toutes les missions, tous les rapports. La situation n'a pas changé. Et je pense qu'il faut que nous réfléchissions à nous mobiliser et à nous engager pour faire quelque chose pour mettre fin à ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre courte, claire et précise intervention. Si parmi les invités, il y a 2 ou 3 questions sur ce que madame vous en dit, et présentez-vous en quelques mots. Oui, je m'appelle Maurice Senga, je vis à Berlin depuis très longtemps. Oui. Je veux savoir si le gouvernement congolais et l'autre, vous êtes dans les entreprises qui sont situées dans toute la région de l'Ouest. Parce que je pense que ce soit votre action qui soit personnelle, je pense qu'il doit y avoir une action qui vient du gouvernement du pays. Alors je veux tout simplement savoir quelles sont les directives que vous avez prises ensemble, soit avec le gouvernement, soit avec les ONG. Non, actuellement, moi je travaille comme, je peux dire, coach des femmes qui sont au niveau national comme au niveau local. Je travaille avec elles. Même au niveau, à l'époque, pour une fois ensemble avec un ministre de la condition féminine, nous avons fait une campagne avec les pagnes. On a, comme on dit en anglais, design. On a fait des pagnes contre les violences sexuelles ensemble. Donc, comme
je peux le dire comme advisor souvent, c'est au niveau même, au niveau de la MONUC, j'ai travaillé aussi comme advisor. Parce que, comme il y avait un bureau, il y a des bureaux du genre, un bureau du genre à la MONUC, aux Nations Unies, les experts qui vont là-bas, qui sont spécialistes en genre, elles ne connaissent pas les Congolaises. Donc il faut connecter avec quelqu'un qui connaît le milieu. Donc je suis là, je travaille avec elle, avec les Nations Unies, comme avec le gouvernement, quand ils ont besoin de moi. Une question. Ce n'est pas une question, mais une petite réflexion. Je m'appelle Lembo. C'est comme mon ami Henri vient de le dire, ça fait quand même un bout de temps qu'on vit en Allemagne. Madame, excusez-nous pour ne pas... Dans votre exposé, vous avez posé une question, c'est que moi personnellement j'ai bien retenu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette violence? Cette violence, elle n'est pas seulement faite aux femmes, elle est faite aux enfants. Et j'aurais même lu quelque part, il y a aussi des hommes qui sont violés. Il y a aussi des Congolais qui sont violés. Oui. Et moi, je pense, la violence, elle est partout. Même si en Europe, aux Indes, n'en parlons même pas, parce que là, on jette même aux femmes des acides pour les déformer. Bon, mais je pense, le nœud de la chose, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut que nos autorités s'engagent corps et âme. Non pas seulement blablabla. Bon, mais qui s'engagent. Parce que cette violence, elle est partout. Elle n'est pas seulement à l'Est. On la trouve à Kinshasa, on la trouve à Lubumbashi, on la trouve partout. Pourquoi? On la trouve partout. Pourquoi? C'est parce que, à mon simple avis, il n'y a pas une volonté politique qui veut vraiment que cela cesse. Une fois qu'il y aura une volonté politique comme telle, la violence, ce n'est pas le monopole du Congolais. Elle a toujours existé. Je crois le premier violent, c'était Caïn. Je crois que c'était Caïn le premier violent. Donc la violence existera toujours. Mais à l'échelle de cette violence qui se passe au Congo, ça dépasse tous les mots. Moi je pense que ici vous vous mobilisez, vous vous focalisez sur le phénomène, sur le fléau, vous montez des stratégies, vous pouvez collaborer, faire pression aux décideurs d'avoir la volonté, d'avoir cette volonté. Parce que ce n'est pas seulement... Moi, je pense que la violence se trouve au niveau international, aussi bien qu'au niveau national. Et nous devons nous focaliser sur aux deux niveaux. Il faut identifier les causes. Quelles sont les catégories des gens, des groupes qui ont mis le Congo, comme on dit, en état de siège. Parce que moi j'ai l'impression que les ressources, j'ai toujours pensé que les ressources naturelles que nous avons nous amènent plus de violence. Il faut, comme on dit dans notre en lingala ou dans les langues africaines, il faut identifier les sorciers. Vous le connaissez? Bon, si vous l'identifiez,
vous lui dites que c'est vous qui êtes les sorciers. Oui, mais madame, vous avez complètement raison. Moi, je ne crois pas que nos ressources minières que nous avons, que c'est la cause du malheur du Congo. Moi, je ne crois pas. C'est l'une des causes, mais ce n'est pas la cause, ce n'est pas la cause principale. Pourquoi je le dis? Le Congo, comme tant d'autres pays d'Afrique, ont une histoire. Si je peux me référer avant le 30 juin, le Congo c'était une colonie. Pourquoi toute cette violence n'existait pas? Ah bon? Des viols massifs comme ça? Non, Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Bon, c'est ce que j'ai dit. Des viols massifs comme ça? Monsieur Henri, permettez un instant. Lors de la seconde partie, on va parler des guerres géoéconomiques. Guerre géoéconomique, c'est un syllogisme que la Frankfurter Frieden Institute avait créé et qui désigne les guerres qui ont lieu dans les pays, dans les régions des pays qui sont riches en matière stratégique. Et ces pays sont entre autres la RDC, l'Irak, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, assez. Les guerres ont lieu dans ces pays. Donc, c'est une loi naturelle que lorsqu'il y a une guerre, il n'y a pas de commerce. Mais on retrouve sur tous les marchés du monde les matières stratégiques qu'on exploite dans les régions où il y a des guerres. Et ces violences font partie de ces guerres. Vous avez les cas de la Birmanie, on reviendra plus tard. La Birmanie qui ne connaît pas de guerre, mais parce que la Birmanie a du gaz et que ce gaz doit être maintenant avec des gazoducs de l'intérieur jusqu'au port en traversant deux États fédérés, les Chad et les Caraïbes. L'État birman a lancé son propre armée dans ces régions pour terroriser les populations en violant les femmes. Comme ça, l'État n'aura rien à dédommager, le terrain est libre et c'est total. Et c'est M. Kouchner, un des fondateurs de Médecins sans frontières que tout le monde loue à travers le monde. Et c'est M. Kouchner qui avait dédouané Total en disant que voilà, le gouvernement birman avait, c'est dans toute légalité. Donc vous voyez bien que ces genres de violences sont provoqués par les multinationales, les entreprises multinationales et les pays occidentaux. Qui sait qu'en Allemagne, Bayer AG, tout le monde croit que Bayer AG produit des médicaments. Mais Bayer AG